François Mattei, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de nombreux ouvrages. Vous avez rendu de nombreuses visites à Laurent Gbagbo, incarcéré à la prison de Scheveningen et en procès à la Cour pénale internationale ces dernières années. Et vous venez de publier Libre pour la vérité et la justice, un livre qui a été fait sur la base d'entretien avec Laurent Gbagbo. Est-ce un titre prémonitoire? On sait qu'il y a une audience jeudi qui doit statuer pour une liberté provisoire du président Gbagbo. Prémonitoire, peut-être. En tout cas, on le verra très vite. En tout cas, il est évident que le mot libre a été employé pour évoquer une possible, une probable libération de Laurent Gbagbo après 7 ans de procès et de prison. Et ce qui semble à peu près inévitable à ce jour, puisque l'accusation n'a pas réussi à prouver les charges qui avaient été retenues contre lui. Et puis aussi, c'était pour noter une chose, c'est que Gbagbo, qu'il soit en prison ou à l'extérieur, mais en prison aussi, reste un homme libre dans la mesure où il a toujours combattu pour ses idées, qu'il soit à l'extérieur ou en prison, ce qui lui est arrivé souvent. Il dit de ce procès, à lire votre livre, c'est une affaire, ce n'est pas une affaire juridique, mais une affaire particulière. Que veut-il dire par là? Eh bien, il veut dire que, justement, la France, pour lui, n'est jamais sortie de sa façon de voir l'Afrique et de son empreinte en Afrique, qu'il résume et qu'il synthétise dans une chose, c'est que la Constitution française contient encore aujourd'hui, les gens le méconnaissent ou l'ignorent, mais tout ce qui a tissé les liens entre la France et l'Afrique à une époque où il y avait ce qu'on appelait la France-Afrique. C'est l'article 12, je crois. L'article 12 de la Constitution française de 58. Donc c'est toujours dans les textes. Et donc ça suppose évidemment la présence militaire française, ça suppose le franc CFA, donc la monnaie aux mains de la France. Voilà. La seule chose qui a changé, c'est au niveau de l'enseignement universitaire, je crois, qui a été délégué aux pays africains parce que, dit-il, on avait peur que ça favorise une trop grande immigration en France d'étudiants africains. Voilà. Mais il dit dans le même temps que la France n'a plus les moyens de sa politique. Oui. Et justement, il pense que c'est le moment de revenir sur ces liens qui ont été tissés à une époque qui est révolue et que ça serait l'intérêt des pays africains, en particulier de la Côte d'Ivoire et de la France. Mais justement, quand on parle de vision parfois passéiste de l'Afrique, il faudrait voir que ça soit des deux côtés qu'on se rénove un peu, qu'on innove un peu, parce que on est resté en l'état dans une vision entre la France et l'Afrique qui est ancienne, oui. D'accord. Il est poursuivi à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Oui. Reconnaît-il une responsabilité ou des erreurs, du moins, durant son passage au pouvoir en Côte d'Ivoire de 2000 à 2010 ? Il reconnaît une erreur, essentiellement, c'est le fait d'avoir accepté, ça lui a été reproché même par ses partisans, d'avoir accepté l'organisation des élections sans que le désarmement soit fait. Parce que, à partir de là, il considère que les violences étaient inscrites dans l'actualité, forcément et fatalement, il y allait y avoir des violences, et en plus des élections qui ne pouvaient pas être équitables et dans un climat favorable à des élections. Enfin, des élections dans un pays qui est pour plus de 60% en armes, effectivement. On a l'impression qu'il résume un peu sa déchéance juridique. Je parle à un combat contre la France. Mais n'a-t-il pas compris, c'est peut-être une des leçons aussi de cette élection de 2010, qu'on est dans un monde plus mondialisé. Il y a eu les États-Unis, il y a eu beaucoup d'autres pays, même certains de ses alliés qui l'ont lâché, comme l'Afrique du Sud. Certainement, en tout cas, cette vision globale, peut-être qu'en tout cas à l'époque, ce n'est pas celle qu'il a eue, mais il est vrai que la France, même pour ce qu'on appelle la communauté internationale, pour les intérêts aussi économiques qui sont présents en Côte d'Ivoire et en Afrique, est membre permanent du Conseil de sécurité, et très souvent est reconnue comme experte
par les autres nations qui sont au Conseil de sécurité pour les questions africaines. Donc pour lui, l'interlocuteur, de toute façon, privilégié et aussi à combattre, c'était l'État français quand il ne voulait pas se défaire de ses prérogatives sur la France. Donc, a-t-il de la rancœur à l'égard du couple Ouattara? je dirais pas ça, pas du tout. Ou qu'en pense-t-il? Bah, il pense que que Ouattara n'est pas un politique, que c'est un financier, c'est un banquier, et il pense que Madame Ouattara est une femme d'affaires. Bah, il dit que c'est plus une entreprise qu'un couple. Voilà. Bon, c'est un trait d'humour, mais je ne l'ai jamais entendu dire plus que ça. Et il avait des relations de toute façon avec tous ces gens-là. Parce que ce qui m'a toujours frappé quand j'ai fréquenté et Gbagbo et la Côte d'Ivoire, c'est que ce soit M. Ouattara, que ce soit M. Bédier ou Gbagbo, sont des gens qui se connaissent depuis, j'allais dire des amis de 30 ans, mais ce sont des gens qui ont fait la route ensemble en Côte d'Ivoire. Il est très étonnant que ça finisse à ce point-là par une cour pénale internationale, par des guerres, etc. Ce sont des gens qui se connaissent très bien. Donc c'est ce qui ressort le plus pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a eu une folie. Gbagbo, ses avocats, ses amis sont dans une phase de réhabilitation de sa présidence et du personnage dans l'histoire. C'est aussi un combat qu'il mène pour la justice et la vérité, comme ils disent. Est-ce que le fait que cette audience ne puisse pas arriver à terme, est-ce que ça va avoir un impact sur cette volonté d'écrire une autre histoire, enfin de reprendre un narratif qui n'est pas forcément celui qu'on a entendu ces dernières années? C'est-à-dire que cette audience oui, s'arrête avant même qu'il puisse faire entendre ses témoins. Évidemment. Ça peut être le problème si le procès s'arrête à ce stade-là. Mais il est vrai aussi qu'après 7 ans, il a peut-être envie de liberté, ce qui se comprend. Et par ailleurs, moi je pense aussi que ça peut arranger tout le monde. Parce que l'accusation a parlé, c'est à la défense de parler, et uniquement à la défense. Et je pense que ça peut embêter beaucoup de gens, ça peut remettre en question beaucoup d'implications, beaucoup d'actions qui ont été faites pendant cette période-là. Vous pensez à l'implication de la France, de la France, notamment dans sa chute, de la France, oui, la pression financière. De la France, peut-être des États-Unis qui jouaient d'autres choses, mais tout s'est passé à travers la France. Et évidemment, peut-être que c'est quelque chose qui est très gênant. Parce qu'on va voir probablement des témoins, on verrait des témoins qui peuvent être des militaires, qui peuvent être des gens qui étaient quand même aux affaires et qui diront des choses assez graves. François Mattei, vous l'avez beaucoup vu ces dernières années. Laurent Gbagbo est un animal politique. Oui. Il est habité par la politique. Oui, il ne vit que par la politique. Quelles sont ses ambitions à sa sortie dans le cas d'une éventuelle libération? Dans le cas d'une éventuelle libération, il va continuer ce qu'il fait en prison aussi. C'est-à-dire qu'il a un parcours qui est... le parcours de sa vie est totalement lié à son parcours politique. Et pour lui, il n'y a pratiquement pas de différence. Il considère qu'il a continué à mener son combat politique en prison et continuera de le mener en sortant, c'est évident. Et en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, il est exclu qu'il aille ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. François Mattei, merci.